je dis souvent, au départ, je cochais toutes les cases de l'impossible et que mon parcours est probablement l'exemple concret que dans la vie, rien n'est impossible. Bonjour, je suis Thierry Régnier et vous écoutez C'est le chemin qui compte. Le podcast qui permet à chacun d'entre nous de libérer son potentiel et de devenir qui nous sommes vraiment. Chaque épisode est l'occasion de partir à la rencontre d'invités singuliers, connus ou non, jeunes ou moins jeunes, pour explorer leur chemin de transformation et nous inspirer dans notre propre quête de changement. Chemin faisant, nous plongerons ensemble dans les coulisses de leur voyage, les défis surmontés, les victoires célébrées, les expériences marquantes, les rencontres déterminantes et les leçons apprises. Bref, toute chose qui nous rappelle que plus que la destination, c'est le chemin qui compte. Pour le lancement de C'est le chemin qui compte, je reçois une invitée fascinante, en la personne d'Elisabeth Moreno, entrepreneuse, activiste, magistrate et ex-ministre. J'ai la chance de connaître Elisabeth depuis plus de 20 ans, et l'une de ses caractéristiques, c'est d'être d'une grande générosité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'occasion du lancement de ce podcast, ce n'est pas un épisode, mais 2 qu'Elisabeth nous offre. Bonjour Elisabeth, bienvenue dans C'est le chemin qui compte. Bonjour Thierry, bonjour à toutes et à tous. Alors, en préparant ton portrait, Elisabeth, je me disais que peu de gens exemplifiaient aussi bien que toi la philosophie de ce podcast qui porte, comme tu le sais, sur la transformation et les chemins parfois tortueux que la vie nous offre d'emprunter pour y parvenir. Et je voulais commencer notre conversation en le retraçant, ce chemin singulier. Alors, tu nais au début des années 70 au Cap-Vert, un petit archipel au large des côtes d'Afrique qui est alors une colonie portugaise. Tu grandis au sein d'une famille d'agriculteurs de conditions modestes où la défiance du colon te fait subir une éducation stricte et disciplinée. Tu es l'aîné très tôt responsabilisé d'une fratrie de 6 et tu te décris toi-même comme une enfant aidante. À l'âge de 6 ans, un drame familial survient qui va avoir un impact majeur sur le reste de ta vie. Ta petite sœur, encore bébé, est gravement brûlée lors d'un accident domestique et tu dois quitter ton pays avec ta famille pour rejoindre la France où Marie, ta sœur, peut être soignée. Ta famille s'installe alors dans un quartier populaire de Belleville, puis dans une cité d'Atis-Mons dans l'Essonne où tu grandis, en faisant l'expérience du racisme ordinaire et de la discrimination. Tu adores l'école et tu te découvres des dispositions pour les études grâce à la philo qui te donne confiance en toi. Et très tôt, tu as l'intuition que l'éducation pourra te permettre d'emprunter le fameux ascenseur social. Et tu investis donc en toi, tu n'as jamais cessé d'ailleurs d'apprendre, et tu te diriges vers le droit pour lutter contre l'injustice. Plus tard, un MBA à l'ESSEC, et plus récemment, le diplôme de l'École nationale de magistrature qui te permet de devenir juge. Mais c'est le monde de l'entreprise qui révèle véritablement ton plein potentiel. À 20 ans, tu crées une société de réhabilitation thermique, marquant ainsi le début de ta vie d'entrepreneuse. Tu effectues ensuite un virage dans le monde de la tech et continues ton parcours dans plusieurs multinationales comme France Télécom, Dell ou Lenovo, dont tu dirigeras la filiale française en 2017. 6 ans plus tard, tu rejoins Hewlett-Packard pour cette fois-ci prendre la tête du groupe pour le continent africain. C'est à ce moment-là, un fameux dimanche de juillet 2020, la veille de la déclaration d'indépendance du Cap-Vert, une autre synchronicité, que tu reçois un coup de fil du cabinet de Jean Castex, tout juste nommé Premier ministre, qui va littéralement changer ta vie. On t'offre tout simplement d'intégrer le nouveau gouvernement en tant que ministre de l'égalité femmes-hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Ton chemin prend alors une nouvelle tournure et ton engagement en faveur de la cause des femmes une nouvelle dimension. À ton instigation, des lois importantes vont être adoptées pour protéger les victimes de violences domestiques et aussi promouvoir l'émancipation économique des femmes, qui est ton grand combat. Tu quittes le gouvernement en mai 2022, mais ton engagement en faveur de l'éducation, de l'inclusion et de la mixité professionnelle ne faiblit pas. Tu crées en 2023 une société de conseil dont l'objectif est d'accompagner les institutions publiques et privées sur les sujets de la diversité et de l'inclusion, et tu rejoins en tant que présidente Ring Capital, un fonds qui investit notamment dans les startups à impact en Afrique. Tu conserves également de multiples responsabilités associatives. Tu es présidente de la fondation Femmes at Numérique et tu as récemment fondé une association, La Puissance du Lien, dont l'objectif est de réunir les acteurs institutionnels, associatifs et les entreprises pour célébrer le succès des femmes et surtout les aider à libérer leur potentiel. Un thème évidemment cher à ce podcast. Ce qui frappe chez toi, Elisabeth, c'est ton énergie inépuisable au service de l'intérêt général, une philosophie personnelle qui te pousse à aborder toute chose de manière positive et enthousiaste, une grande détermination forgée par ton incroyable capacité de résilience et enfin, et peut-être surtout une grande générosité dans tous tes engagements. Et on a, en t'observant, l'impression que tu as fait tienne la fameuse devise du jésuite Pierre Sérac, « Tout ce qui n'est pas donné est perdu ». C'est un véritable honneur, Elisabeth, de t'accueillir aujourd'hui pour faire, avec nos auditrices et nos auditeurs, un bout de chemin ensemble le temps de ce podcast. Merci pour ton invitation, Thierry. Je suis ravie d'être là avec vous.
Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de te faire réagir sur le chemin que je viens de retracer, Elisabeth, depuis ce petit archipel du Cap-Vert aux ors des palais de la République. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Qu'est-ce que tu ressens en reparcourant ce chemin? On m'a souvent dit que mon parcours était un parcours du combattant. Et quand j'écoute les gens le relater comme tu viens de le faire, je me rends compte qu'effectivement, comme je dis souvent, au départ, je cochais toutes les cases de l'impossible et que mon parcours est probablement l'exemple concret que dans la vie, rien n'est impossible et que tu peux ne pas choisir ton environnement de naissance, parce que ça, je crois que personne ne le choisit. Tu peux ne pas avoir toutes les clés au départ, mais ça n'empêche que tu peux chercher ces clés, les trouver et les utiliser les unes après les autres, en ne sachant pas toujours quelles portes elles vont ouvrir, mais en te disant qu'elles vont certainement ouvrir des possibilités que tu ignorais. Donc moi, je me suis fait fort de faire avec ce que j'avais à chaque fois. Et ma foi, ça m'a apporté des surprises extraordinaires. Alors, Elisabeth, il y a une première question que j'ai vraiment envie de te poser. Où trouves-tu cette énergie qu'on te connaît et qui te permet d'embrasser tous ces projets simultanément et qui plus est de les mener à bien de manière assez incroyable? Donc, quel est ton secret? Contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, l'adversité n'est pas toujours un fardeau. Moi, j'ai été confrontée à tellement de drames, tellement de difficultés, tellement de défis dans la vie que cela m'a fait prendre conscience d'abord de la valeur de la vie. On n'a pas toujours conscience de combien elle peut être furtive. Moi, j'ai vécu plusieurs de ces moments dans une vie où tu dis au revoir à quelqu'un en pensant le voir le lendemain et ça n'arrive pas. Plusieurs moments où tu es en bonne santé et puis le lendemain, ta vie s'effondre. Donc, ça m'a fait prendre conscience que tout ce que l'on a, c'est le moment présent. Ça ne nous empêche pas, évidemment, de faire des prévisions, d'avoir des rêves, des idéaux. Mais j'ai arrêté depuis très longtemps de me dire « je ferai ça quand je serai à la retraite ». Parce que j'en sais rien, moi, si j'arriverai à la retraite. Donc, en fait, l'adversité m'a fait prendre conscience de la préciosité de la vie. Et à partir du moment où je me levais le matin et où j'allais bien, où les gens que j'aime allaient bien, je n'avais qu'un seul credo en tête, c'était « il faut que cette journée serve à quelque chose ». Tu sais, c'est un peu, je sais plus qui disait on a deux vies et la deuxième commence le jour où on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Moi, j'ai conscience que je n'ai qu'une vie et que j'ai envie d'en faire quelque chose de fantastique, mais pas fantastique dans l'idée je veux grimper toutes les montagnes, c'est pas ça, parce que ça peut être aussi fatigant de se mettre des objectifs toujours plus grands, toujours plus importants, c'est pas ça. C'est que chaque jour, je veux être contente de ce que j'ai fait, même si c'est tout petit, même si c'est une toute petite rencontre, même si c'est quelque chose que j'apprends de très simple, mais c'est juste de me dire, voilà, chaque jour doit compter parce que je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Alors, tu sais, ce podcast, Elisabeth, traite du sujet de la transformation. Ton parcours en est riche. Et je voulais savoir si tu pouvais partager avec nous la manière dont toi, tu avais trouvé ton potentiel de transformation et comment tu avais aussi trouvé ton chemin, ta voie. Moi, j'ai rien trouvé. Je crois que je continue de chercher. Non, mais c'est vrai, parce que je connais plein de gens qui ont toujours su ce qu'ils voulaient faire. Moi, j'ai appris en marchant. C'est pour ça que je trouve que l'idée de ton podcast est tellement intéressante parce que la plupart du temps, on m'interroge sur mes succès. Rarement, on m'interroge sur mes échecs. Alors que ce qui forge les succès, ce qui les rend extraordinaires, c'est le nombre d'échecs que tu as eus pour arriver à ces succès-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce qui est vraiment intéressant, c'est le chemin que tu prends, c'est parce que c'est ce qui va forger ton caractère, c'est ce qui va te montrer tes limites ou pas, c'est ce qui va t'apprendre à gérer ton énergie, c'est ce qui va te permettre de rencontrer des personnes qui seront bienveillantes ou malveillantes. En fait, c'est tout ce parcours que tu réalises au fil du temps qui t'amène à une certaine destination. Mais qui peut véritablement savoir quelle est
la véritable destination qui est la tienne. J'entends beaucoup de gens dire je veux devenir astronaute. Enfin, il y en a pas beaucoup qui veulent devenir astronaute, mais j'en connais quelques-uns qui veut aller sur la Lune. En particulier, je pense à Fatoumata Kébé quand elle m'a dit mon seul idéal, c'est d'aller sur la Lune. Moi, je suis fascinée par les gens qui savent parfaitement ce qu'ils veulent. Je suis fascinée par ça. Moi, j'étais pas comme ça. Moi, j'ai toujours été dans l'instinct de survie. Et par conséquent, à chaque fois que je franchissais une étape, pour moi, c'était déjà une réussite. Et à chaque pas que je faisais en avant, je me disais, ouais. Et puis parfois, j'en faisais 3 en arrière. Je me disais, OK, on repart. Et donc, imaginer que j'aurais pu devenir chef d'entreprise, ça n'était même pas une seule seconde dans mon schéma de pensée. Imaginez que je pourrais devenir juge, mais je pense on m'aurait éclaté de rire si j'avais dit ça, parce qu'il y avait personne autour de moi qui faisait ça. Et alors, ministre, n'en parlons même pas. Je me souviens quand je l'ai dit à ma mère, je crois qu'elle a même pas compris. Elle sait ce que c'est qu'un ministre. C'est pas ça le sujet, mais c'est que elle avait déjà du mal à comprendre comment j'étais devenue vice-présidente d'HB Afrique ou PDG de Lenovo en France. Mais elle voyait que c'était dans le commerce, que c'était dans les affaires. Elle savait que j'aimais ça, etc. Mais je pense que le jour où je lui ai dit, maman, je crois que je vais être nommée ministre, elle a même pas intégré ça. Elle l'a réalisé quand les journalistes se sont agglutinés devant chez elle et qu'elle m'appelle. Elle me dit, mais j'ai plein de gens devant la porte qui me félicitent et les journalistes me demandent de parler de toi. Mais qu'est-ce que tu as fait? Et je dis, mais maman, je t'ai dit tout à l'heure que peut-être j'allais être nommée ministre. Elle me dit, mais ministre de quoi? Tu vois, parce que elle comprenait pas. Eh ben, si on me l'avait dit 10 ans avant, je n'aurais pas compris non plus, tellement ça n'était pas dans nos logiciels. C'était pas pour nous. Juste une petite parenthèse puisque tu le mentionnes. Et toi, tu parlais de la réaction de ta maman, mais toi, comment tu as réagi en fait quand tu as eu cette proposition, ou en tout cas ce coup de fil de ce fameux dimanche de juillet 2020? Moi, j'ai éclaté de rire parce que j'ai cru que c'était une erreur. D'ailleurs, je leur ai dit, écoutez, je vous remercie, c'est un véritable honneur, mais je pense que vous vous trompez de personne. Je m'appelle Elisabeth Moreno, je vis en Afrique du Sud avec ma famille, je dirige le groupe Hewlett-Packard pour le continent africain, donc ça doit pas être moi. Et puis ils me répondent, nous savons très bien qui vous êtes, madame. Et tu sais, ce rire nerveux que tu peux avoir, parce que tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Et puis finalement, passer le moment de c'est une plaisanterie, une certaine angoisse, mais j'ai jamais fait ça, je saurais jamais le faire. Et puis ma sœur, je me souviens de cette conversation que j'ai avec ma sœur, on est très famille. Et ma sœur, quand je lui dis mais j'ai jamais fait ça, elle me dit oui, c'est vrai, comme tu n'avais jamais été chef d'entreprise, comme tu n'avais jamais été juge, comme tu n'avais jamais été PDG, tu trouveras la ressource. Et ça, c'est vraiment un motto dans la famille, c'est cherche et tu trouveras. D'accord. A priori, t'as bien cherché. J'ai bien cherché. Alors, c'est intéressant parce que tu dis quelque part, le chemin nous forme autant que nous formons notre chemin, mais tu as quand même eu quelque chose qui t'a guidé. En fait, tu dis, je saisis les opportunités, je cherche, je trouve, mais est-ce que tu t'es fixé un cap? Oui. Ce qui m'a toujours guidée, c'est l'idée, tu vas trouver ça tellement puéril, je voulais sauver le monde. Je voulais rendre le monde meilleur, et en particulier pour ceux qui partaient de plus loin et qui n'avaient rien. C'est terrible. Tu vois, j'ai 54 ans et je l'accepte toujours pas, alors que je sais comment le monde fonctionne, que ta vie soit plus difficile, plus compliquée, que tu aies moins droit à la dignité en fonction du lieu où tu nais, en fonction du genre qui est le tien, en fonction de ton orientation sexuelle, de ta couleur de peau, de ton origine sociale. Je ne m'explique pas pourquoi une catégorie d'êtres humains a le droit de réussir extraordinairement bien parce qu'elle est née au bon endroit et dans le bon environnement, et qu'une autre catégorie d'humains est destinée à trimer, à galérer et à souffrir toute sa vie. Je ne me l'explique pas.
Et donc, moi, ce qui m'animait, c'était cette envie furieuse, mais vraiment furieuse, d'abord de sortir ma famille de la misère. Donc, c'est-à-dire, j'ai jamais eu pour ambition de devenir PDG. Jamais, parce que j'avais personne comme PDG autour de moi. Ma seule ambition, c'était de faire ce qu'il fallait, ce qui était légal et éthique, pour que ma famille vive mieux. Je voulais aider mes parents à sortir des quartiers populaires parce que j'avais compris que ceux qui habitaient à certains endroits avaient accès à des moyens de réussir plus que d'autres. Et donc, j'avais compris qu'il fallait qu'on sorte de là où on était. Et puis après, j'ai voulu que mes enfants aillent dans les bonnes écoles. Donc, j'ai compris qu'il fallait que j'habite dans certaines villes plus que d'autres. J'ai compris qu'en étant entrepreneur, on gagnait correctement sa vie. J'ai compris que en prenant des responsabilités, on décidait davantage. Et donc, on pouvait avoir davantage d'impact. Donc, j'ai toujours été animée par du sens, plus que par de l'ambition. Je crois que quand on parle de chemin, on fait toujours un chemin pour arriver quelque part. Moi, je voulais juste arriver à mieux. Mais je savais pas ce que ce mieux serait et à quoi il ressemblerait. Donc, pour moi, c'était pas une question de résultat final, c'était pas une question de performance, c'était une question d'objectif. Pourquoi je me lève le matin? Et s'il y a une certitude que j'ai aujourd'hui, c'est que quand tu sais pourquoi tu te lèves le matin, quand tu as ta cible en vue, tout le temps, que tu ne la lâches pas des yeux et que tu as la discipline, la rigueur et la détermination qui vont bien, finalement peu de choses sont inaccessibles. Ça demande beaucoup d'efforts, un certain nombre de sacrifices, mais c'est possible. C'est intéressant parce qu'en t'écoutant, je me disais, s'il n'y a pas d'objectif final, en fait, l'objectif est infini, quelque part. Donc, où est-ce que ça s'arrête? Et j'ai envie de te poser la question, comme disaient les anglo-saxons, how much is enough? C'est-à-dire, qu'est-ce qui There est... is no enough. OK. Mais le monde est infini. Les opportunités sont infinies. Les galères aussi sont infinies. La question, c'est quel chemin tu veux prendre. Je pense que c'est vraiment important, aussi souvent que possible, de s'arrêter pour réfléchir à pourquoi tu fais les choses. Les ambitions que j'avais à l'âge de 20 ans ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. À 20 ans, je voulais que ma famille vive mieux. Quand j'en ai eu 40, je voulais que mes équipes soient les meilleures. À l'âge de 50 ans, je veux avoir de l'impact sur le monde. C'est pour ça que je te dis, there is no enough. Parce que au fil de ta vie, tes objectifs changent. Ils se réajustent. Ouais, c'est une matière essentiellement dynamique. Mais Les choses évidemment. évoluent, changent, tes objectifs Mais oui. changent. Ouais. Et en fait, tant que tu es en vie, tant que tu peux mettre un pied devant l'autre, selon que tu ailles tout droit, à gauche ou à droite, tu sais bien que ta vie pourra être différente. Et moi, quand je suis sortie du gouvernement, j'avais plusieurs possibilités. Soit je retournais dans le monde corporate, soit je restais dans la politique, soit je créais ma boîte, soit j'allais dans la philanthropie. J'ai fait le choix de l'entrepreneuriat parce que je pensais que c'était celui qui me permettrait d'avoir le plus d'impact. Mais j'aurais pu prendre d'autres chemins. Et si j'avais pris le monde du corporate, peut-être que, voilà, ce que je fais aujourd'hui, je ne le ferais pas. Donc, moi, je crois beaucoup au libre arbitre. Je crois qu'on a très souvent tendance à rendre le monde responsable de nos maux et de nos malheurs. Je suis pas née dans la bonne famille, j'ai pas fait la bonne école, j'ai pas eu les bons profs, j'ai pas eu les bons managers, j'ai pas eu les bons patrons, j'ai pas travaillé dans les bonnes boîtes. Mais une grande partie de ça, c'est nous qui le choisissons. Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire à ces gens qui se posent ces questions, ou qui se posent peut-être en victime, comme tu le décris? Assumez. Assumez votre vie. Assumez vos choix. Quels qu'ils soient bons ou pas, ce sont ceux-là qui vous forgent. Et ce sont ceux-là qui vous permettent de savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Moi, j'ai fait plein d'erreurs. Et c'est en faisant des erreurs que je me suis réajustée. Parce que parfois, t'es éparpillé. Tu cherches plusieurs choses parce que tu sais pas justement. Mais c'est justement en faisant des erreurs que tu sais ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Donc,
Il y a ni bon ni mauvais, il y a ni juste. C'est pas ça. C'est qu'est-ce qui est bon pour toi au moment où tu te trouves dans ta vie. Et qu'est-ce que tu es prêt à faire pour que ce bon soit exponentiel? Parce que c'est jamais facile. Ça te demandera toujours peut-être de laisser tomber certaines choses auxquelles tu pensais que tu tenais, que tu t'aimais, mais c'était tellement important. Mais en fait, quand tu les laisses tomber, tu te rends compte qu'elles te manquent pas plus que ça. Mais pour savoir qu'elles te manquent pas, il faut que tu les lâches. Si tu les lâches pas, tu le sauras jamais. L'expérience m'a montré que pour que tu construises du neuf, pour que quelque chose de nouveau rentre, il faut que tu fasses de la place. Donc il faut que tu laisses partir des choses. Et je connais beaucoup de gens qui ont du mal à lâcher certaines choses. Je connais beaucoup de gens, tu vois, j'ai beaucoup travaillé sur les questions des violences intrafamiliales, des violences domestiques, et le nombre de femmes que j'ai rencontrées qui avaient subi des violences pendant 5, 10, 15, 20 ans, et qui vont te donner des excuses ou des explications auxquelles elles croient. Mais toi, comme t'es extérieur, tu vois bien que c'est pas forcément ça, mais que la personne n'en a pas encore conscience. Et c'est comme tout, il faut que ça vienne de toi. Personne ne peut décider pour toi, ou personne ne devrait décider pour toi de ce que ta vie doit être. Quand on est un petit peu dans l'impasse ou dans cette interrogation de savoir ce qui est bon pour nous et ce que notre vie devrait être, est-ce que toi, tu as des conseils à donner? Il faut se faire aider. Mmh. Moi, j'ai pas trouvé toute seule. J'ai fait des années de psychothérapie, j'ai fait des années de coaching, j'ai toujours eu des mentors depuis que j'ai 33 ans, quelque chose comme ça, parce que personne, absolument personne ne réussit seul. C'est un proverbe africain que tu aimes bien sur ce sujet. Si tu veux aller vite, va seul. Si tu veux aller loin, allons ensemble. En fait, quand j'avais une trentaine d'années, je disais que j'étais une self-made woman parce que j'avais l'impression d'être partie de rien et d'avoir construit des choses. Mais en fait, c'est pas vrai. Les gens qui disent je suis un self-made man, un self-made woman, personne ne se construit seul. Personne. Il y a toujours quelqu'un sur ton chemin qui va te tendre la main, et même si c'est quelque chose d'infime, même si c'est un conseil, même si c'est un réseau, même si c'est une porte ouverte, même si c'est un livre qu'on va t'offrir et tu vas découvrir des choses extraordinaires, on a tous besoin les uns des autres. Il y a une interdépendance humaine qui est essentielle. Je me souviens d'un message, un jour j'ai quitté une entreprise et j'avais fait un message où évidemment j'avais remercié mes équipes, j'avais remercié mes patrons qui m'avaient fait confiance, j'avais remercié mes clients. Et je sais pas, juste avant d'envoyer le message, j'ai écrit « Merci aussi à ceux qui m'ont mis des bâtons dans les roues parce qu'ils m'ont montré que j'étais capable de bien plus que ce que je n'imaginais. » Et que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, les gens qui croisent ton chemin t'apportent toujours quelque chose. Ils t'apprennent quelque chose sur toi, ils t'apprennent quelque chose sur la vie, ils t'apprennent quelque chose. La question, c'est qu'est-ce que toi, tu retiens? Mmh. Sachant que tu parlais des relations toxiques qu'il faut fuir, comme la peste, sur la durée. Plus dur. Mais c'est effectivement des relations qui te mènent à l'adversité, peuvent aussi t'apprendre des choses sur toi, Oui, et en les contournant, te faire rentrer en résilience et te construire et te faire passer outre et apprendre plus bien sûr. et mieux te connaître. Je te parlais tout à l'heure des femmes victimes de violences. Je sais ce que c'est que l'emprise. Tu vois, de savoir que la personne qui est près de toi n'est pas bonne pour toi, mais ne pas avoir le courage, l'envie, la volonté, la force de te séparer de ces personnes-là. Les personnes toxiques sont souvent les personnes les plus proches de toi parce qu'elles savent où sont tes points faibles, elles savent ce qui fait mal, elles savent comment te tenir. Et ce sont les plus dangereuses parce que celles-là, on a besoin d'elles. Mais il faut savoir, et je l'ai fait, donc je sais combien c'est difficile. Il faut savoir couper le cordon ombilical. J'aime beaucoup Toni Morrison, cette autrice afro-américaine qui disait si tu veux t'élever, il faut savoir couper la corde des pierres qui te retiennent au sol. Et il y a des gens qui nous retiennent au sol. Ça existe tout ça. Ce sont des réalités parfois difficiles à accepter,
Mais ça existe. La jalousie existe, la malveillance existe, mais pour autant de jalousie, de malveillance, de méchanceté gratuite, il y a des personnes bienveillantes, des personnes qui sont prêtes à te donner sans que tu n'aies rien demandé, des personnes qui ont envie de t'ouvrir des portes. Moi, j'ai eu la chance. Quand je te disais que personne ne réussit seul, j'ai eu la chance de croiser le chemin de femmes et d'hommes qui croyaient davantage en moi que je ne croyais en moi-même et qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, oui, il y a de l'interdépendance, il y a beaucoup de leçons sur le chemin, il y a beaucoup de mains tendues, il y a aussi beaucoup de peau de banane, mais on apprend de tout ça. Oui, et tu disais particulièrement qu'en cas d'impasse, se faire aider, c'est fondamental. C'est essentiel. Moi, je sais que je ne serais pas qui je suis aujourd'hui si je n'avais pas été accompagnée par une psychothérapeute, si j'avais pas été accompagnée par des coachs qui m'ont aidée à découvrir mes forces, mes faiblesses, les fardeaux que je portais qui n'étaient pas les miens, etc., etc. Et ils m'ont aidée à m'alléger. Et plus je m'allégeais, plus je prenais confiance en moi, plus je cultivais mon estime de moi-même, et tout ça m'a fait réaliser que peut-être que ce que je pensais de moi était plus important que ce que les autres pensaient de moi. Et c'est intéressant, tu notes que finalement, sur le chemin, tu t'es rapproché de toi-même. Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui d'être plus toi-même que tu ne l'étais il y a encore quelques années? Plus que jamais, d'abord parce que au début de ma vie, je manquais beaucoup de confiance en moi, donc je n'existais pas vraiment. Ensuite, parce que mes réalisations m'ont aidé à prendre confiance en moi parce qu'elles m'ont permis de voir que j'avais des compétences, des capacités. Ensuite, parce que je ne fais plus les choses pour les autres, je les fais pour moi. Et c'est pas de l'égoïsme. Moi, pendant une grande partie de ma vie, j'ai mis les besoins des autres avant les miens. Et d'ailleurs, c'est un travers très féminin. Il y a une étude que j'ai découverte lorsque j'étais au ministère qui disait d'abord les femmes prennent très peu soin de leur santé parce que quand elles ont peu de moyens, elles vont d'abord soigner les enfants, ensuite soigner le mari, et puis s'il reste un peu de temps et d'argent, elles se soigneront elles-mêmes. Ça, c'est vraiment quelque chose que les femmes portent. Et ben, pendant longtemps, je me suis effacée devant ceux dont je devais prendre soin, mes sœurs et frères, mes parents, mes équipes, mais je me suis rendu compte, et ça c'est vraiment génial, cette image je l'adore. Quand tu prends l'avion, souvent les hôtesses ou les hôtes vont te dire si jamais il y a des turbulences, avant de mettre le masque à votre enfant, mettez-le sur vous. Parce qu'en vérité, si tu ne prends pas soin de toi, si tu n'es pas bien, si tu n'es pas heureux, si tu n'es pas en bonne santé, si tu peux pas rendre les autres heureux. Moi, je n'ai jamais rendu ma famille plus heureuse que quand j'étais parfaitement heureuse. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup appris, j'ai compris que prendre du temps pour moi et faire des choses que j'aimais, ça n'était pas de l'égoïsme, parce que je vois que plus je suis forte, mieux je suis avec les autres. Merci d'avoir écouté ce premier épisode. Avant de nous quitter, voici les quelques pépites que je retiens de la conversation avec Elisabeth. Premièrement, l'adversité n'est pas toujours un fardeau. Elle peut nous faire prendre conscience de la valeur et de la furtivité de la vie, et que le seul moment qui existe vraiment, c'est le moment présent. Alors faisons en sorte que chaque jour compte, car on ne sait pas s'il y en aura d'autres. Deuxièmement, ce qui forge les succès, ce sont souvent les échecs que nous rencontrons pour y parvenir. C'est le chemin emprunté, le parcours qui, moment après moment, fait de nous qui nous sommes. Troisièmement, lorsque nous sommes perdus ou que nous ne savons plus ce qui est bon pour nous, sachons nous faire aider en ayant recours à des thérapeutes, des coachs ou des mentors, car personne ne réussit seul. Et enfin, pour bien s'occuper des autres, sachons d'abord s'occuper de nous-mêmes. Pour reprendre la métaphore de l'avion, avant de mettre le masque à oxygène à son enfant, il est d'abord nécessaire de se le mettre à soi-même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce premier épisode vous aura permis d'alimenter votre réflexion sur votre propre chemin de transformation. Mais restez avec nous, car dans le deuxième épisode, Elisabeth nous partage encore plus de pépites.
ses moments de doute et comment elle les a contournés, l'impact de sa transformation sur elle-même et sur les autres, mais aussi comment elle envisage la suite du chemin. D'ici là, vous pouvez retrouver les épisodes de C'est le chemin qui compte sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager vos avis, laisser des étoiles, à vous abonner et en parler autour de vous et sur les réseaux. Chaque nouvel auditeur est une victoire. À très vite et n'oubliez pas, c'est le chemin qui compte. Alors bon chemin.